Il me faudrait un Allemand pour achever ma pensée, disait Valérie. Nietzsche a eu, quant à lui, besoin des Français ou de certains Français, sinon pour cesser tout à fait d'être allemand, même s'il a pu en caresser le rêve, du moins pour prendre ses distances avec la tradition allemande. Parmi ces Français, Voltaire. Nietzsche et Voltaire, c'est le titre de l'essai que publie Guillaume Métainier. Ce sera le sujet de notre conversation avec Guillaume Métainier lui-même et avec Philippe Reynaud, grand familier de ces deux auteurs. Voici, entre autres hommages, ce que, dans Humain trop humain, le premier dit du second. Il a été un des derniers hommes qui savent réunir en eux la plus haute liberté de l'esprit et une disposition d'esprit absolument anti-révolutionnaire, sans être lâche ni inconséquent. Quel sens faut-il donner à cet éloge et quelle est aujourd'hui sa portée? Dans quelle mesure pouvons-nous le reprendre à notre compte? Guillaume Métainier. Oui, cette phrase célèbre de Nietzsche sur Voltaire, tirée de Humain trop humain, est le cœur de sa lecture de Voltaire. C'est un petit peu une manière de séparer Voltaire de l'héritage révolutionnaire, donc de désamalgamer Voltaire, disons, du Panthéon, et d'en faire un esprit libre, non révolutionnaire. À une époque où tout doit être révolutionnaire, c'est très intéressant de montrer qu'il est possible d'être libre, de faire preuve de liberté de l'esprit, sans donner dans un esprit révolutionnaire qui est considéré par Nietzsche comme un esprit finalement de facilité. Donc on a d'un côté un individu à esprit libre, Voltaire, et de l'autre finalement des tendances collectives, probablement grégaires, qui sont les tendances révolutionnaires. Cette idée de la liberté de l'esprit voltairienne repose sur la contrainte. C'est-à-dire qu'un esprit libre est un esprit qui s'est contraint lui-même à la liberté. Et c'est pas du tout un individu qui se fond dans une masse, revendicative. C'est donc un esprit dansant, comme dirait Nietzsche, qui pratique la danse dans les chaînes et dont la liberté est le produit d'un effort et d'une contrainte particulière et personnelle. Et alors, il y aurait donc un double paradoxe, celui de cette expression, la danse dans les chaînes. C'est en sortant des chaînes que l'on peut danser, donc liberté associée à contrainte. Et puis, autre paradoxe, vous y avez fait allusion au début de votre intervention, Guillaume Métainier, c'est de jouer la liberté de l'esprit contre l'esprit révolutionnaire, car la révolution se présente toujours comme libération. Depuis que la révolution n'est pas simplement le mouvement astronomique, c'est une libération des hommes, des peuples, c'est un désassujettissement. Donc, comment justifier un tel paradoxe, Guillaume Métainier? C'est, je crois, un petit peu la stratégie de Nietzsche, qui consiste à chercher en Voltaire un type et à le séparer de son héritage politique. Donc, il cherche à montrer qu'on peut aller chercher en Voltaire un exemple de liberté de l'esprit individuel au lieu de voir en lui une sorte de causalité historique de la Révolution française. Et c'est en l'enlevant à cette causalité historique, disons, un peu terre à terre, que Nietzsche peut faire de Voltaire un de ses exemples clés. Philippe Reynaud. Oui, c'est une belle formule de Nietzsche, en effet, qui, je crois, doit nous permettre de saisir peut-être à nouveau ce qu'on pourrait appeler les lumières à l'état naissant, c'est-à-dire de nous dégager d'une illusion rétrospective qui a une part de vérité, bien entendu, qui est l'illusion qui consiste à voir dans la Révolution française la vérité des Lumières. C'est quelque chose qu'on construit, on peut le construire par exemple à la manière de Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, mais qui plus simplement ou plus vulgairement
paraît aujourd'hui évident, parce que les Lumières, c'est la libération de l'esprit, et que la libération de l'esprit conduit à la mise en cause de toutes les traditions, et donc à la mise en cause de l'ancien régime, etc. Passage de l'hétéronomie à l'autonomie. Exactement. Or, ce que nous rappelle Nietzsche, qui a se flatter d'avoir un certain sens historique, c'est qu'après tout, les hommes des Lumières n'ont pas tous été admirateurs de la Révolution française. Enfin, ce qui restait de la dernière grande génération des Lumières a été plutôt réservé. Le seul qui s'est engagé dans la Révolution, c'est Condorcet. Ça lui a d'ailleurs pas tellement réussi pour finir. Et Condorcet est déjà dans un autre univers intellectuel que celui de Voltaire. On pourrait, par exemple, si vous voulez rapprocher ce que dit Voltaire, d'un thème qui est très présent dans un livre du préfacier du livre de Guillaume Métayer, Marc Fumaroli, dans son ouvrage Quand l'Europe parlait français, qui montre très bien que les Lumières, c'est d'abord lié à une sociabilité particulière, qui est une sociabilité aristocratique, qui vise effectivement la libération de l'esprit jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain point, mais qui ne vise pas pas nécessairement la reconstruction complète de l'ordre social, et qui en tout cas n'a certainement pas l'idée qu'on pourrait aller de l'indépendance de l'individu à la souveraineté collective de la nation, ou à des choses de ce genre. Alors, je crois d'abord qu'il faut prendre ce texte comme une sorte de témoignage historique d'un homme du 19e siècle, qui est encore assez près du 18e, pour comprendre des choses qui nous échappent un peu aujourd'hui. Alors, est-ce que pour autant les deux hommes où les deux penseurs sont toujours en accord? On va pouvoir en discuter. Je crois, on va y revenir certainement dans un instant, que tout ce que dit Guillaume Métayer sur le thème, qui a une très longue histoire après Nietzsche lui-même, de la danse changée de chaîne, est extrêmement éclairant. Il y a dans la réhabilitation du classicisme voltairien quelque chose de très important qui se joue. Alors, est-ce que par ailleurs c'est la même image de la société d'Ancien Régime, ou de ce qu'il y avait de défendable dans la société d'Ancien Régime, qui est présent chez l'un et l'autre? Je n'en suis pas sûr, parce que Nietzsche est malgré tout un homme qui a une certaine nostalgie aristocratique, me semble-t-il, et même nobiliaire, qui sur ce point est assez allemand d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout le cas de Voltaire. Voltaire est un homme de la cour monarchique, c'est un homme de l'État. C'est très différent. Peut-être commencerons-nous par cette danse dans les chaînes et la signification qu'on peut lui accorder, le rapprochement entre Nietzsche et Voltaire, les différences qui existent aussi entre eux. Et puis, dans un second temps, nous reviendrons à cette question de la liberté de l'esprit face à l'enthousiasme révolutionnaire. Et là, peut-être faudra-t-il aller plus loin dans la confrontation entre les deux grandes figures tutélaires du XVIIIe siècle, auxquelles s'est beaucoup intéressé Nietzsche, à savoir Voltaire et Rousseau. Mais la danse dans les chaînes, et vous avez un chapitre très intéressant sur ce thème, Guillaume Métayer. Vous parlez de l'importance, notamment chez Nietzsche, du concept de bridage, parfois traduit par discipline. Et c'est important parce que le vitalisme post-68 nous a rendu très étrangers à cet éloge simultané de la vie et précisément du bridage ou de la discipline. Nous invoquons spontanément, c'est le cas de le dire, la vie dans le cadre d'une insurrection démocratique contre les formes. Or, il y a chez Nietzsche, dès la naissance de la tragédie, un éloge des formes. C'est l'instinct apollinien qui contrebalance la fureur dionysiaque. Et c'est peut-être au travers de cet éloge des formes qu'il retrouve la pensée de Voltaire. Guillaume Métayer. Oui, tout à fait. En fait, Nietzsche explique très bien que la volonté de puissance recherche d'elle-même ses propres obstacles. Pour s'affirmer, elle s'impose des contraintes.
et il prend et il en trouve des exemples dans dans tous les domaines de l'activité humaine ou même extra-humaine, si je puis dire. Donc, un des domaines particuliers de cette analyse, c'est la poésie, l'art et en particulier l'écriture poétique. Et en ce sens, Voltaire apparaît comme un modèle, notamment dans sa correspondance où Voltaire est un petit peu le professeur de poésie, non seulement du roi de Prusse, mais d'Helvétius, et où il lui explique que l'écriture est une danse, et une danse dans les chaînes, une danse dans les contraintes. Nietzsche est très attentif à ces symptômes qu'il trouve dans l'esthétique des auteurs, dans l'esthétique professée et pratiquée par les écrivains. En l'occurrence, l'image de la danse est loin d'être anecdotique. Il s'agit d'une image nietzschéenne profonde qui retrouve évidemment la naissance de la tragédie, puisque la danse est l'un des moments importants de la tragédie dont le cœur est le centre. Et quand Voltaire parle de danse dans les chaînes, ça fait évidemment un écho extrêmement frappant pour Nietzsche. Donc il y a une fausse émancipation qui est celle du laisser-aller, et il y a une véritable liberté qui se construit dans les contraintes apparemment arbitraires et volontairement acceptées, et même que l'on s'impose soi-même volontairement. Et Voltaire, en tant que dernier écrivain finalement classique, est le symbole même de cette dialectique paradoxale entre la liberté et la contrainte. Philippe Reynaud. Oui, je crois que c'est un des grands apports du livre de Guillaume Métayer, que cette explication des relations entre ce qu'on pourrait appeler le classicisme de Nietzsche et celui de Voltaire. J'ai été très sensible notamment à tout ce que vous dites sur l'importance de la tragédie voltairienne et de son rapport avec l'opéra, qui est quelque chose de méconnu. Je me souviens d'une conversation avec une amie 18e qui a elle-même écrit un beau livre sur l'opéra au 18e, Camille Guyon-Lecoq, à qui je demandais finalement pourquoi Voltaire a-t-il écrit des tragédies classiques. Elle m'a dit, mais je vois, il a écrit des opéras en fait, ce ne sont pas des tragédies classiques. Ce qui fait que c'est quand même un classicisme un peu curieux. C'est un classicisme qui d'une certaine manière est un classicisme réfléchi, post-classique, post-XVIIe siècle, et dont tout ce qu'on voit très bien, c'est que ce que Nietzsche finalement va lui emprunter, si on essayait de résumer ça par une formule un peu paradoxale, c'est que le moyen paradoxal du déploiement des énergies dionysiaques, c'est l'hégémonie formelle du principe apollinien. Je crois qu'on peut dire les choses de cette manière-là. Et c'est quelque chose qui est absolument constant chez Nietzsche, qui ne sera jamais démenti par la suite, et qui est évidemment dirigé contre tout ce qu'on pourrait appeler le pathos romantique, Oui, c'est ça. à la fois dans la forme, disons, du lyrisme sentimental d'un côté, et aussi éventuellement dans la forme, disons, d'un certain poésie qui se voudrait populaire, nationale, etc. Je crois que c'est très important. Le classicisme, d'ailleurs, en l'occurrence, apparaît comme quelque chose qui est européen, qui n'est pas national, et qui est donc d'avance, qui est une condamnation de certaines tendances qui naissent dans l'esthétique allemande à cette époque, et qui conduit Nietzsche à reprendre, avec des raisons peut-être un peu différentes, certains combats ou certains thèmes de Voltaire, y compris par exemple dans la critique de Shakespeare, qui est une chose souvent trop mésestimée, parce qu'on donne trop vite raison à Shakespeare contre Voltaire. Et contre Nietzsche aussi, d'ailleurs. Et contre Nietzsche aussi. Oui, mais alors, là peut-être, ça nous permet de faire une transition avec un autre thème important, avant d'en venir à la confrontation Voltaire-Rousseau, puisqu'il y a cette critique du pathos romantique, critique de la Schwärmerei, critique donc aussi de l'enthousiasme
Et l'enthousiasme est au cœur de la réflexion ironique de Voltaire, et notamment l'enthousiasme religieux, le fanatisme, le célèbre écraser l'infâme. Est-ce qu'on peut dire donc que Nietzsche a fait de Voltaire son allié dans cette démolition du christianisme et de l'héritage chrétien dans laquelle il s'est engagé, Guillaume Métayer? Oui, je crois que en effet, c'est explicite dans les textes de Nietzsche. Il y a notamment un moment fort qui est le moment de la rédaction de Zarathustra. Et Nietzsche écrit à ses amis: j'ai trouvé une manière d'attaquer le christianisme qui dépasse Voltaire. Ce qui est quand même ce qui lui apparaît comme un vrai succès, parce que trouver une manière d'attaquer le christianisme que n'a pas trouvé Voltaire, il faut beaucoup d'imagination, parce que Voltaire a employé absolument toute son énergie à combattre le christianisme. Alors il en fait son allié et il en fait son modèle, parce qu'en réalité, il reprend à Voltaire tout un arsenal à la fois philosophique et littéraire, en particulier satirique, dans la critique du christianisme. Il utilise, comme Voltaire, des arguments voltairiens, des genres voltairiens. Il crée une espèce d'œuvre finalement à la fois prolifique et multiforme, qui semble n'avoir qu'une seule visée: la destruction de ce qui était d'abord l'infâme, écraser l'infâme, que vous avez rappelé tout à l'heure, et ce que Nietzsche appelle Dionysos contre le crucifié. Il y a donc une sorte de mise en scène à travers de nombreux genres littéraires, le dialogue du voyageur et son ombre, dialogues qui reprennent des dialogues de Voltaire, mise en scène littéraire d'épigrammes. Il y a un usage du poème ironique, parodique, qui est absolument comparable chez Nietzsche et Voltaire, c'est-à-dire une manière de réduire le texte biblique à des petits divertissements ironiques, qui est tout à fait frappant. Il y a vraiment une pléthore de genres littéraires parodiques et satiriques qui sont d'inspiration évidemment voltairienne, et au cœur de cette espèce de satire dans tous les sens du terme, c'est-à-dire critique et mélange des genres. Eh bien, il y a le conte philosophique avec cette espèce de reprise, prolongement, renversement de Zadig et du conte philosophique voltairien qu'est Ainsi parlait Zarathustra. Donc je crois que véritablement Voltaire est à gros traits un allié et un modèle de Nietzsche dans sa lutte, non pas contre l'infâme, mais contre ce qu'il appelle le crucifié. L'infâme, il faut rappeler que Voltaire a repris ce vocabulaire, ce mot, au vocabulaire religieux de la loi transgressée. Était considéré infâme en chrétienté les péchés, les amours homosexuels, les comédiens, les mauvais livres, etc. Mais quand vous faites ce travail, Guillaume Métayer, quand vous lisez Nietzsche avec Voltaire, Voltaire avec Nietzsche, quand vous les voyez alliés dans ce combat, est-ce que c'est parce que aussi ce combat, selon vous, reste le nôtre? Faites-vous, autrement dit, un pur travail d'histoire des idées, ou y a-t-il un peu plus d'engagement dans le rapprochement que vous opérez entre ces deux figures, Guillaume Métayer? Voltaire, dans sa préface au dictionnaire philosophique, dit qu'il aime les livres dont le lecteur fait la moitié. Donc je pense que peut-être ce livre attend-il des lecteurs qui fassent une autre moitié, plusieurs autres moitiés possibles. Alors, est-ce qu'il existe un infâme contemporain? Est-ce que nous attendons des esprits libres nouveaux qui seront forcément dans la tradition voltairienne et nietzschéenne, mais aussi différents par leur objet, par leur cible, par leur mode d'attaque ou leur tonalité, probablement. Vous restez dans le probablement. Vous ne voulez pas aller plus loin dans l'éclaircissement ou l'explicitation. Mais j'ouvre. Je crois que il est important d'ouvrir au lecteur. Nous poursuivrons la question sur un autre mode, mais je passe la parole maintenant à Philippe Reynaud. Peut-être que Guillaume Métayer se souvient, quand il nous parle d'une
une belle formule de Nietzsche dans le Pardon le bien et le mal. Dans chaque philosophie vient un moment où la conviction du philosophe entre en scène, ou pour emprunter le langage d'un vieux mystère, adventavit asinus, pulcher et fortissimus, c'est le moment où l'âne entre en scène, beau et très fort. Et peut-être donc... Oui, non, l'âne, c'est pas forcément le lecteur. Et comme vous savez, c'est une citation d'un mystère qui est emprunté à Voltaire. En tout cas, qui est une rencontre avec Voltaire qui cite exactement le même mystère que Nietzsche. L'âne entre en scène, lisez-le en français. Parce que... l'âne entre en scène, beau et très fort. Beau et très fort. Oui. Et c'est le moment où la conviction entre en scène. Donc peut-être que la conviction n'est pas le plus important, mais on doit quand même en dire un mot, puisque vous avez posé deux questions. Est-ce que c'est sur ces points-là le modèle de Nietzsche? Est-ce que c'est son allié? Alors sur le premier point, je crois qu'on peut dire sans aucun doute que c'est le modèle. Mais si je peux me permettre, je ne voudrais choquer aucune conscience. Je dirais que le modèle est quand même très supérieur à la copie. C'est-à-dire que autant j'admire le Nietzsche philosophe, écrivain, etc., autant le Nietzsche comique voltairien ne me fait pas rire. C'est quand même ça qui est très très ennuyeux. C'est si on lit le dictionnaire philosophique, l'article Abraham, enfin toutes ces choses sont vraiment extrêmement drôles. Elles sont drôles notamment parce qu'elles sont nourries d'une familiarité d'ancien élève des jésuites avec la culture biblique qui est tout à fait extraordinaire. Et chez Nietzsche, je trouve que malheureusement c'est quand même une imitation allemande malgré tous ses efforts, c'est plein de bonne volonté, on peut le reconnaître. Et enfin, il me semble que la copie n'est pas à la hauteur du modèle. Et je dirais que c'est une opinion, jugement de goût, comme on dit. Mais je crois que s'il en est ainsi, c'est aussi parce que justement Voltaire dans cette affaire est un allié, mais je suis pas sûr que ce soit un inspirateur. C'est-à-dire que je pense que la critique du christianisme n'a pas le même objet chez l'un et chez l'autre. Pas simplement parce que Voltaire est déiste et que Nietzsche est athée, mais parce que d'une certaine manière le déisme voltairien est au service d'une vision qui se veut classique, universaliste, naturaliste de la morale, dans laquelle le dieu déiste est le garant de l'unité de la morale humaine, qui est la même dans tous les peuples, ou qui devrait l'être, qui a été un peu perverti par le christianisme, le fanatisme et tout ce qu'on voudra. Ça me paraît extrêmement différent du combat nietzschéen contre la morale. C'est-à-dire qu'on ne trouvera jamais chez Nietzsche l'idée, par exemple, d'une double origine de la morale, des maîtres d'un côté, des esclaves de l'autre. Ce qui nous renvoie peut-être d'ailleurs à la question précédente, c'est que Nietzsche n'a pas d'imaginaire nobiliaire du tout. Voltaire, pardon, n'a pas du tout d'imaginaire nobiliaire qui est quand même présent chez Nietzsche, quoi qu'on en ait. Donc je crois que c'est une alliance, sans aucun doute, mais qui ne doit pas nous conduire à la confusion. En revanche, dans cette alliance, il y a des choses très importantes, notamment la reprise très talentueuse chez Nietzsche de ce qu'on pourrait appeler le dispositif Pascal-Voltaire, qu'il a parfaitement compris. Oui, c'est vrai. Il est, de ce point de vue-là, un grand lecteur du Voltaire, critique de Pascal, ce misanthrope sublime. Et d'ailleurs, Pascal fait partie, et nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, des 8 grands auteurs dans Humain trop humain, dont Nietzsche dit qu'ils seront ses interlocuteurs jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, Voltaire n'y figure pas. Mais je voudrais illustrer la drôlerie de Voltaire, dont parlait à l'instant Philippe Reynaud, et ensuite illustrer aussi la différence entre la critique voltairienne et la critique nietzschéenne de la religion par 2 citations. La première, tirée de ce poème merveilleux, il faut bien le dire, Le Mondain. Moi, je rends grâce à la nature sage, qui pour mon bien m'a fait naître en cet âge, tant décrié par nos pauvres docteurs. J'aime le luxe et même la mollesse, tous les plaisirs, les arts de toute espèce, la propreté, le goût, les ornements. Tout honnête homme a de tels sentiments. Et voilà la drôlerie, je trouve. Mon cher Adam, mon gourmand, mon bon père, que faisais-tu dans les recoins d'Éden? Travaillais-tu pour ce sot genre humain? Caressais-tu Madame Ève, ma mère?
Avouez que vous aviez tous deux les ongles longs, un peu noirs et crasseux, la chevelure assez mal ordonnée, le teint bruni, la peau bise et tannée. Sans propreté, l'amour le plus heureux n'est plus l'amour. C'est un besoin honteux. Bientôt lassés de leur belle aventure, dessous un chêne, ils soupent galamment avec de l'eau, du millet et du gland. Ce repas fait, ils dorment sur la dure. Voilà l'état de la pure nature. C'est vraiment extrêmement drôle, mais en même temps, Nietzsche, peut-être parce qu'il est allemand, est très profond et à un moment donné, sa critique de la religion en vient à inclure une critique de Voltaire. Il y a dans Aurore un paragraphe très important intitulé Les derniers échos du christianisme dans la morale. Et il dit, l'homme aujourd'hui, l'homme moral, c'est l'homme désintéressé, la valeur suprême, c'est l'amour du prochain, et donc, plus on se séparait des dogmes, plus on cherchait en quelque sorte à justifier cette séparation dans un culte de l'amour de l'humanité. Autrement dit, la sécularisation n'est pas une sortie de la religion, c'est une perpétuation, voire une radicalisation d'un certain instinct chrétien, ne point rester en arrière en cela sur l'idéal chrétien, mais renchérir encore sur lui si cela est possible. Ce fut là le secret aiguillon des libres penseurs français, depuis Voltaire jusqu'à Auguste Comte, et ce dernier, avec sa célèbre formule morale « vivre pour autrui », a en effet surchristianisé le christianisme. Donc, si c'est ce qui est vrai d'Auguste Comte, l'est peut-être un peu de Voltaire aussi. Autrement dit, Nietzsche, quand il fait cette généalogie de la morale, est obligé de se séparer de Voltaire. Guillaume Métayer. Oui, et c'est vrai, mais c'est peut-être un petit peu plus complexe dans le sens où, quand Voltaire fait apparaître son opposition, disons, à l'infâme au christianisme, il emprunte le chemin de la satire. Et ce chemin de la satire, il repose sur des valeurs qui sont exprimées dans la littérature. Et ces valeurs, elles sont à la fois, de manière thétique, des valeurs morales, en effet de surenchère morale, le déisme ou le théisme, et en même temps, elles sont aussi des valeurs sociales et des valeurs élevées, comme dirait Nietzsche, qui sont les valeurs de la cour, les valeurs de cette aristocratie dont on parlait tout à l'heure. Donc en fait, dans le regard de Voltaire sur le christianisme, dans sa critique du christianisme, il n'y a pas seulement une manière de surenchérir sur la morale chrétienne dans la sécularisation, mais il y a aussi la mise en scène d'un dédain, d'un mépris aristocratique, un petit peu ce que vous avez lu tout à l'heure en lisant Le Mondain, d'un mépris d'homme du monde, précisément, pour cette atmosphère finalement assez à la fois archaïque, en même temps assez basse, que représente pour un Français du XVIIIe siècle, du temps où l'Europe parlait français, cet héritage chrétien. Et là, je crois qu'il y a quelque chose que Nietzsche a rencontré, véritablement. Philippe Reynaud. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Guillaume Métayer. Ce que j'ajouterais simplement, c'est que cette généalogie, il faut la voir comme c'est une généalogie générale, si on peut dire, qui est résumée en 2 pages dans le Crépuscule des idoles, dans le petit chapitre qui s'appelle « Comment le monde vrai devint enfin une fable », qui est un des textes les plus géniaux de Nietzsche, qui j'ose pas dire résume, mais qui concentre sa pensée, et où il saisit d'une certaine manière la continuité depuis Platon jusqu'à Nietzsche, dans lequel les Lumières et le positivisme, c'est le moment dans lequel l'ancien monde vrai a commencé à devenir une fable, parce qu'on disait qu'il n'était pas connaissable, qu'il était inaccessible, ce qui a ouvert la voie à la conquête de la nature, à tout ce qu'on veut d'un certain côté, mais qui n'empêchait pas le maintien de la morale chrétienne, d'un certain nombre d'illusions, qui fait que le rapport à Voltaire, me semble-t-il, est traversé par cette idée d'une dualité du moment des Lumières, qui fait que malgré toute
tout son souci et le souci de ses commandateurs comme Deleuze de ne pas être dialecticien, on a quand même l'impression qu'il fait une sorte d'Aoufeboum lui-même quand même. C'est-à-dire, si vous voulez, nous sommes habitués depuis Deleuze à l'idée que Nietzsche est un penseur essentiellement anti-dialecticien, parce oui, qu'il est anti-hegelien. Je trouve quand même que il est difficile de ne pas voir dans le surhomme une sorte de négation de la négation, si vous voulez, qui après la critique positiviste ou humaniste oui, de la de la tradition, métaphysique. fait quelque chose qui va dépasser et nier, tout en conservant l'héritage des Lumières. Bon, ça serait une discussion technique un petit peu compliquée sur le plan de l'ontologie de Nietzsche, mais je crois en tout cas il y a ce double rapport avec l'héritage des Lumières, du positivisme, qui résume d'ailleurs dans cette belle formule aube grise, premier bâillement de la raison, chant de coq du positivisme. Et le positivisme, c'est Auguste Comte aussi. On retrouve Auguste Comte. On rencontre Auguste Comte. Oui. Alors, sur ce partage du monde en deux, qui a tant occupé Nietzsche, auquel il a tant réfléchi, cette critique de la métaphysique, je voudrais lire ici, même s'il n'a pas un rapport direct avec Voltaire, mais je crois que c'est vous qui m'avez mis sur la voie de cette citation, Guillaume Métayer, une réflexion extraordinaire sur le rêve. Dans le rêve, l'homme aux époques de civilisation informe et rudimentaire croyait apprendre à connaître un second monde réel. Là est l'origine de toute métaphysique. Sans le rêve, on n'aurait pas trouvé l'occasion de couper le monde en deux. Une sorte d'origine presque physique de la métaphysique. Les hommes rêvent, ils se disent qu'il y a deux mondes, et le monde du rêve est peut-être le monde vrai. Et Nietzsche dira non, il voudra nous défaire de cette illusion métaphysique qui a commencé précisément par le rêve. Cette idée de Nietzsche, on en retrouve la trace, faut pas être obsessionnel, mais chez Voltaire en réalité, qui explique que l'invention de l'âme, l'idée d'âme, vient du rêve. C'est-à-dire qu'on a vu en rêve des personnes qui sont mortes, et par conséquent on pense qu'elles ont une forme de survie quelque part, et on invente l'idée d'âme. Et il y a les deux textes, ce texte que vous venez de citer et le texte de Voltaire, entre en résonance. Alors en même temps, une question que je voudrais vous poser à tous les deux porte précisément sur la place exacte de Voltaire dans le panthéon de Nietzsche. Je faisais allusion tout à l'heure à ce paragraphe, la descente aux enfers. Je vais le lire parce que Nietzsche n'est pas aussi drôle que Voltaire, mais c'est quand même le plus grand écrivain de la philosophie. Donc, on aime toujours, on est fasciné par ce style. Moi aussi, j'ai été aux enfers comme Ulysse, et j'y serai souvent encore. Et pour pouvoir parler à quelques morts, j'ai non seulement sacrifié des béliers, je n'ai pas non plus ménagé mon propre sang. 4 couples d'hommes ne se sont pas refusés à moi qui sacrifiais. Épicure et Montaigne, Goethe et Spinoza, Platon et Rousseau, Pascal et Schopenhauer. C'est avec eux qu'il faut que je m'explique lorsque j'ai longtemps cheminé solitaire. C'est par eux que je veux me faire donner tort et raison. Je les écouterai lorsque devant moi, ils se donneront tort et raison les uns aux autres. Quoi que je dise, quoi que je décide, quoi que j'imagine pour moi et les autres, c'est sur ces 8 que je fixe les yeux et je vois les leurs fixés sur moi. Voilà, donc il n'y a pas Voltaire quand même, Guillaume Métayer. Non seulement il n'y a pas Voltaire, mais Nietzsche a écrit à son éditeur pour lui demander de mettre à la place de cet aphorisme, ou juste avant ou juste après, je me souviens plus, un aphorisme, comme il dit, à la gloire de Voltaire. Donc il n'y a pas Voltaire, mais il y aurait pu avoir Voltaire. J'ai donc la réponse philologique à cette question. Mais il n'y a pas Voltaire, mais il y a Pascal. Et il y a Rousseau. Et il y a Rousseau. Donc en un sens, il y a quand même un Voltaire en creux. Peut-être un Voltaire qui sert justement à Nietzsche à sortir de lui-même. À sortir de lui-même pour, comme il dit justement à propos de Voltaire, revenir vers lui-même, ou aboutir à lui-même. Il a besoin de cet autre qu'est Voltaire, et qui en même temps lui est déjà consubstantiel, pour sortir de Pascal dont il est pétri, comme il dit, pour se libérer de Rousseau, pour se dégermaniser,
Donc en fait, Voltaire est plutôt un auteur qu'il s'approprie, plutôt qu'un auteur qui lui est déjà propre et proche. Oui, j'ajouterais, il me semble que dans la plupart, sinon tous les auteurs que cite Nietzsche dans le paragraphe que vous venez de lire, appartiennent plutôt à la catégorie de ce que Nietzsche aurait appelé ses grands adversaires ou ses grands ennemis. C'est le cas Pas à Montaigne, l'évidence. Non, pas Montaigne, c'est vrai. Mais oui, pas Montaigne. Mais il me semble, si vous voulez, qu'avec Voltaire, il n'y a pas de conflit entre Voltaire et Nietzsche, effectivement. Mais je suis pas sûr qu'il y ait non plus un dialogue. Il y a quelque chose c'est quelqu'un avec qui il est en harmonie sur un certain nombre de thèmes qui sont ceux dont nous avons parlé, à commencer par le classicisme, la danse changée de scène, la dissociation des Lumières et de la Révolution. Mais je ne crois pas que ce soit pour lui quelqu'un qui l'ait fait travailler, qui l'ait amené à douter de lui-même il n'a pas le même type de dialogue. Alors pour ce qui est de Montaigne, peut-être on pourrait dire la même chose, mais Montaigne est quelqu'un qui écrit à la première personne. Avec qui Nietzsche a un rapport très ancien qui n'est pas de même nature que celui de... Il ne cherche pas, ça n'est ni un modèle ni un allié. C'est quelqu'un avec qui il est en harmonie dans la pensée, dont il cite les textes depuis sa Tandis première qu'effectivement, jeunesse. il y a Parfois en faisant des tranches contresens dans les traductions d'ailleurs, mais c'est pas de même nature, je crois. Non, mais dans ce panthéon, il y a des modèles et des alliés, les modèles Épicure et Montaigne, Spinoza et Goethe, et des ennemis, pardon. Les ennemis, en effet, Pascal, Rousseau, Platon, Schopenhauer, Rousseau, justement. Alors, revenons à la question initiale. Ce couple Voltaire-Rousseau qui nous permettra de comprendre un peu mieux comment on peut défendre la liberté de l'esprit contre l'esprit révolutionnaire lui-même. Que représente Rousseau pour Nietzsche et en quoi sa lecture de Voltaire l'aide-t-elle à mettre au clair ses rapports avec Rousseau, Guillaume Métayer? Juste un mot peut-être avant de parler de Rousseau sur les modèles et les alliés de Nietzsche. Il y a chez Nietzsche, comme d'ailleurs chez Voltaire, des séries de philosophes ou de grands noms comme ça qui sont un petit peu enfilés. Alors chez Voltaire, c'est Zoroastre, Platon, etc., qui sont tous d'accord. Alors chez Nietzsche, c'est des couples, par exemple ici, des couples de philosophes. Mais chez Nietzsche, on a aussi des moments où il dit... il se compare par exemple à Platon, Voltaire. Il y a des listes Platon, Voltaire, Bouddha, etc. Et ça se termine au moment de la folie où il dit j'ai été Voltaire, j'ai été Napoléon, j'ai été, etc., etc. Et où il dit à Burckhardt je voudrais bien être professeur à l'université de Bâle, mais malheureusement je dois être Dieu, donc cela n'est pas possible. Donc c'est un moment un petit peu de folie, mais qui est en même temps très très significatif. C'est-à-dire qu'en réalité, le point commun ici entre Nietzsche et les noms qu'il cite, en particulier Voltaire, je crois, c'est d'être des réformateurs religieux, réformateurs de la civilisation, si on veut. Et ces réformateurs, dans l'histoire, disons, d'avant la sécularisation, ou d'avant une certaine forme de lumière, ont été considérés comme des dieux. Ce sont des interprètes des dieux, des prophètes ou des dieux. Et finalement, il a, je crois, cette proximité-là avec Voltaire. Pour reprendre un petit peu ce que disait Philippe Reynaud sur cette proximité qui n'en est pas une, un modèle, un allié, ce n'est pas exactement quelqu'un avec qui on a un dialogue intime comme il pourrait l'avoir avec Montaigne. Je crois qu'il a cette proximité avec Voltaire qui apparaît au moment de la folie précisément, qui est de se vouloir un réformateur global de la civilisation. Et il dit je pourrais être le Bouddha de l'Europe de la même manière que il peut être le Voltaire de l'Allemagne à la fin du 19e siècle. Ça, c'était pour cette question-là. J'ai complètement perdu Rousseau. Non, vous n'avez pas perdu Rousseau. En tout cas, moi, je ne l'ai pas perdu. Donc, je vous repose la question et je la précise en fonction de ce que vous avez dit et je la poserai immédiatement après à Philippe Reynaud. En quoi la réforme de civilisation de Voltaire, cette réforme dont, en tout cas, Nietzsche le crédite, se distingue-t-elle de l'esprit rousseauiste, de la pensée rousseauiste?
Alors, je crois d'abord qu'il faut penser à la querelle de la civilisation entre Voltaire et Rousseau. C'est le point central. Or, Nietzsche dépasse à la fois Voltaire et Rousseau dans son approche de cette querelle. Il s'inspire notamment de Brunetière, qu'il lit vers les années 87-88 sur ce sujet. Et il veut à la fois affirmer la civilisation avec Voltaire contre les jérémiades, si on peut dire, de Rousseau, et d'un autre côté, il veut dépasser le moralisme de Voltaire pour fonder une civilisation sans moraline, comme il dit. Donc, c'est un petit peu autour de cette idée de la querelle de la civilisation qui jouerait Voltaire contre Rousseau, tout en dépassant ce qui reste de moraliste ou de moralisateur ou d'humanitaire chez Voltaire. Oui, pour prolonger ce que vous venez de dire, je citerai un texte de 1887 précisément. Un fragment. Tout comprendre eu égard à la suprême valeur, par exemple la question de Rousseau relative à la civilisation, si par elle l'homme s'améliore. Question comique, puisque le contraire est tangible, et que c'est justement cela qui parle en faveur de la civilisation. Le contraire est tangible, l'homme ne s'améliore pas avec la civilisation, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et ça me conduit justement à m'interroger sur ce qui fait la proximité et la distance entre Nietzsche et Voltaire, entre cet homme qui était le premier, malgré tout, un critique des Lumières, et l'homme des Lumières non révolutionnaire. Il me semble que chez Voltaire, le projet a toujours été un projet de réforme globale, pas de révolution, dont l'objet c'était non pas de changer la nature humaine, mais de permettre à celle-ci de s'exercer dans des conditions où, disons, elle s'accompagnerait, enfin, elle se déploierait de manière pacifique, relativement harmonieuse. Il y a l'idée d'une éternité de la nature humaine qui est orientée, favorisée par le travail de la civilisation. Contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas une théorie du progrès. Mais c'est une théorie, disons, de la possible amélioration partielle et provisoire de l'humanité dans un cadre général qui est celui de la civilisation, produite d'ailleurs assez largement chez Voltaire par l'action de l'État. Le siècle de Louis XIV, c'est un grand livre à la gloire de l'État, ce qui n'empêche pas Voltaire, comme Nietzsche, d'avoir le sens des grands hommes. Louis XIV, bien entendu, et aussi, ce qui est plus douteux, Pierre le Grand. Oui. Mais pour lui, justement, pour Voltaire, Louis XIV et Pierre le Grand, ce sont des hommes qui ont été grands parce qu'ils ont agi dans le sens de l'humanisation des rapports humains. Je crois qu'on peut pas en dire autant chez Voltaire. Le grand homme, chez Nietzsche, pardon, le grand homme nietzschéen, c'est autre chose. Le grand homme nietzschéen, c'est par exemple, comme négation de la Révolution française, Napoléon Ier, dont il a toujours été un admirateur, en tant qu'il est opposé à toute non seulement l'orientation démocratique de la Révolution, mais l'orientation humanitaire. Contre donc la Révolution, nous dit-il dans la généalogie de la morale, il est vrai qu'il se produisit tout à coup au milieu de ce vacarme la chose la plus prodigieuse et la plus inattendue, l'idéal antique se dressa en chair et en os et avec une splendeur inouïe devant les yeux et la conscience de l'humanité, et encore une fois, mais d'une façon plus forte, plus simple, plus pénétrante que jamais, retentit en face du mot d'ordre mensonger du ressentiment qui affirme le privilège du plus grand nombre, en face de la volonté d'abaissement, d'avilissement, de nivellement, de déchéance et de crépuscule de l'humanité, le terrible et enchanteur mot d'ordre contraire du privilège du petit nombre. Comme une dernière indication de l'autre voie apparut Napoléon, homme unique et tardif si jamais il en fut, et en lui le problème incarné de l'idéal noble en soi, qu'on réfléchisse bien au problème que ça représente. Napoléon, cette synthèse d'inhumain et de surhumain. C'est quand même très différent de Voltaire, et ça peut faire penser à une formule de Valéry que je trouve drôle et profonde, qui disait de Nietzsche que c'était quelqu'un qui pensait comme Borgia et qui vivait comme Littré.
C'est une très belle formule. Alors, un dernier mot peut-être sur Rousseau, Nietzsche et Voltaire, qui va dans votre sens à tous deux, si je puis dire. D'ailleurs, ce sera simplement encore une brève lecture de Nietzsche dans Humain trop humain, illusion dans la théorie de la révolution. Il parle de ces rêveurs politiques et sociaux qui dépensent du feu et de l'éloquence à réclamer un bouleversement de tous les ordres. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'aussitôt le plus superbe temple d'une belle humanité s'élèverait, pour ainsi dire, de lui-même. Et dans ses rêves, dit Nietzsche, persiste un écho de la superstition de Rousseau, qui croit à une bonté de l'humaine nature ensevelie et qui met au compte des institutions de la civilisation toute la responsabilité de cet ensevelissement. Donc, critique de la civilisation et en même temps idée que le mal procède exclusivement de la civilisation. Et ce qui est intéressant, c'est que Nietzsche oppose à cela Voltaire. Ce n'est pas la nature de Voltaire avec sa modération, son penchant à arranger, à purifier, à modifier. Donc là, on n'est pas tout à fait dans Napoléon, quand même, mais les folies et les demi-mensonges passionnés de Rousseau qui ont éveillé l'esprit optimiste de la Révolution contre lesquels je m'écris écraser l'infâme. Donc, voilà, l'infâme de la Révolution, mais au nom de quelque chose qui a un rapport avec quand même la conscience de la finitude. Là, peut-être je pousse un peu les choses, mais c'est étonnant de voir Nietzsche ici faire l'éloge de la modération de Voltaire contre précisément ce prométhéisme moral, si on peut dire, de Rousseau. Si le mal vient des institutions, il peut être corrigé par des institutions meilleures. Guillaume Métayer, pour finir. Oui, il y a probablement dans le théisme aussi une forme de modération de Voltaire. C'est-à-dire il y a une destruction du christianisme qui est extrêmement farouche et féroce, et en même temps, Voltaire veut garder un être suprême, un être rémunérateur et vengeur, et qui est une forme finalement de préservatif, comme on disait autrefois, contre les excès de sa propre critique. Donc Voltaire est un modéré virulent. Et c'est quelque chose qui a dû plaire à Nietzsche, je pense. À modéré virulent, est-ce que vous seriez d'accord avec cette définition, Philippe Reynaud? Oui, sans doute. J'ajouterais que le texte du maître trop humain que vous avez cité, il faut voir qu'il est quand même très antérieur à la généalogie de la morale. Oui, c'est vrai. C'est la période Aufklärer, peut-être, de Nietzsche. C'est la période où il dédie Humain trop humain à Voltaire dans une dédicace qui va disparaître par la suite. Ainsi peut-être que cet éloge de la modération. En effet, vous avez raison. En tout cas, merci beaucoup à l'un et à l'autre. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Guillaume Métayer, avec une préface de Marc Fumaroli. Nietzsche et Voltaire. Ce livre est publié aux éditions Flammarion. Je voudrais aussi signaler la belle préface que Philippe Reynaud a donnée à Aurore de Nietzsche, donc aux éditions Hachette, dans la belle collection Pluriel. La semaine prochaine, nous parlerons de la laïcité et l'identité française avec Jean-Luc Mélenchon et Denis Tillinac. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut